Elle est ingénieure agronome, elle est fascinée par les productions agricoles, la protection de l'environnement, mais aussi par l'adaptation au changement climatique. Elle s'appelle Rose Bilonda. F à la une, votre magazine hebdomadaire la reçoit aujourd'hui pour parler de son métier, mais aussi d'elle-même en tant que femme. Madame Rose, F à la une vous reçoit aujourd'hui. Bienvenue à vous. Merci, madame. En forme? Oui, en forme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Prenez place. Comment ça se passe le secteur de l'agronomie? Oui, les secteurs de l'agronomie, c'est un bon terrain, c'est un bon milieu, c'est un très bon domaine, mais qui n'est pas aussi facile à embrasser. Il faut juste être fort et avoir un mental d'acier et voilà, ça va aller. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vous? Comment est-ce que vous avez fait pour embrasser ce secteur d'agronomie? Parce que nous le savons, c'est plus prisé par les hommes. Mais vous, en tant que femme et très jeune et aussi, vous avez voulu embrasser ce domaine de l'agronomie. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours? Qui est Rose Bilonda? Rose Bilonda est une fille aînée, la fille aînée d'une infirmière. Et au départ, moi j'ai obtenu mon diplôme en sciences, en pédagogie générale. Oui. Et j'avais comme idée de faire la psychologie au niveau universitaire, soit les sciences de l'éducation. Oui. Après avoir enseigné pendant 3 ans, parce que j'ai enseigné, j'ai décroché mon diplôme en 2019. J'ai d'ailleurs été la rescapée parce que notre école avait fait néant et j'étais la seule à avoir obtenu le diplôme. Alors après cela, je devrais d'abord enseigner. Je me suis dit que non, je dois d'abord enseigner pour voir si j'ai réellement bien assimilé et compris ce que j'ai appris pendant ces 6 années. Et par après, je vais maintenant juger si je serai en mesure d'exercer la carrière à venir. Et voilà, j'ai enseigné pendant 3 ans. J'ai enseigné au degré élémentaire, moyen et degré terminal aussi. Et j'ai vraiment eu mon temps de faire des analyses. L'enseignement, c'est un très beau métier. Hein. Oui. C'est un très beau métier. Je le confirme. Quand j'enseigne, je me sens comme si je suis au ciel en tout cas. Mais il n'y a qu'un seul problème au Congo. Lequel? Le problème, c'est que l'enseignant n'est pas vraiment traité comme il se devait. Vous voyez, tu es encore jeune. Moi, j'ai commencé à étudier, à enseigner à 19 ans d'âge. Et tu vois que non, qu'est-ce que tu perçois comme salaire? Ça ne te permet pas vraiment à répondre à tous tes besoins. À nouer les deux bouts du mois. Voilà. Et surtout dans les écoles privées, c'est encore plus pire. Là-bas, les promoteurs, en tout cas, certains promoteurs ont des comportements vraiment regrettables. C'est pour cela, maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour que je ne puisse plus rédiger une lettre de demande d'emploi dans ma vie. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à changer d'avis. Je voulais faire la médecine vétérinaire. J'ai regardé les paramètres, je me suis dit, bon, je mets ça de côté, je fais les sciences agronomiques. Et juste avant de m'inscrire à l'UPEN, j'ai rencontré un ingénieur. Oui. J'ai rencontré un ingénieur avec qui on a commencé à faire quelques descentes sur terrain. Un ingénieur agronome? Oui, lui, il était déjà ingénieur agronome. J'ai vu quelques avantages, j'ai vu certaines... Donc, j'ai vu que non, c'était vraiment bien à 60% par rapport à ce que je faisais dans l'enseignement. Je me suis dit, voilà, je vais faire les sciences agronomiques. Non seulement je ne vais plus rédiger une lettre de demande d'emploi, mais je pourrais avoir mon propre travail. Voilà, c'est un peu ça. Le métier d'agronome vous a séduit? Voilà. Voilà, mais pédagogue de formation, aujourd'hui vous embrassez le domaine de l'agronomie. Cette reconversion, est-ce que vous êtes satisfaite de cette reconversion? Bon, d'abord, la pédagogie, c'est une option standard. Oui. Quelqu'un qui a fait la pédagogie a la facilité de faire n'importe quelle faculté à l'université. Oui. Parce que dans la pédagogie, on a la biologie, on a la chimie, on étudie tout. Donc, il suffit juste que vous ayez bien assimilé la matière et voilà, vous allez vous en sortir à l'université. Oui, vous parlez déjà de votre mentor. Est-ce que, puisque
l'émission F à la Une, cet hebdomadaire, a pour mission de promouvoir les activités de la femme, hein, pour faire voir à la femme qu'elle peut faire mieux, qu'il y a aussi des femmes qui ont déjà évolué. Votre mentor, si on peut évaluer aujourd'hui, il en est où aujourd'hui? En tout cas, sa carrière est un réussite. C'est un homme. D'ailleurs, comme je me suis dit que je vais faire les sciences agronomiques, en tout cas, à la maison, c'était vraiment un désaccord total. Toi, tu vas faire les sciences agronomiques, c'est pour les hommes, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et la pire des étapes, c'est lorsque j'ai commencé à étudier, je fais des descentes sur terrain et là, tu deviens rare à la maison. Ça a aussi été une pire des périodes à traverser. Tu vois ceci, tu vois cela, les femmes font le droit, la gestion et tout. Mais actuellement, on est en train de lutter pour la parité, l'émancipation de la femme. Justement. Alors, comment est-ce qu'on va atteindre ça si on continue à laisser certaines tâches que pour les hommes? Voilà, c'est un peu ça. J'ai juste voulu emprunter un chemin différent. Voilà. À qui offrez-vous votre expertise ou autrement, comment les gens vous consultent pour... quels sont vos clients? Comment les clients vous consultent? Voilà, moi je suis fondatrice et coordonnatrice d'une fondation, Agribio Fondation. Voilà, nous l'avons fondée à deux. Il y a ma partenaire qui n'est pas ici, que je salue, Madame Lauriane. Qui n'est pas ici, qui est dans l'arrière-pays ou oui, à l'extérieur du pays? Elle est à l'extérieur du pays, voilà. Elle est en France. Oui. C'est avec elle qu'on a fondé qu'on a créé la fondation. Et si quelqu'un veut me consulter, donc on passe justement par la fondation. Par la fondation? Oui. Et ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les étapes? En quoi est-ce que vous êtes capable? Les gens qui nous suivent sauront un peu comment vous consulter. S'ils ont plusieurs hectares, est-ce que vous êtes capable, vous avez des nerfs solides pour tenir sur des hectares, autant d'hectares qu'on pourrait vous confier? Bon, au fait, je ne travaille pas seule. Oui. Parce que vous voyez, donc vous êtes la lady boss. S'il faut le dire, oui. Oui. En fait, il faut qu'on puisse développer une capacité de travailler en équipe. Justement. Voilà. Si plusieurs pays avancent, si plusieurs pays se développent, notamment en Afrique de l'Ouest, voilà, le Sénégal. Voilà. C'est parce qu'ils ont compris qu'on doit travailler en association. Oui. Voilà. On a juste constitué une équipe de plusieurs ingénieurs. Il y a les zootechniciens, il y a les phytotechniciens, il y a les agrochimistes. Donc, ils sont là. C'est juste que vous veniez, il y a une fiche à remplir. Oui. Il y a une fiche à remplir. On va vous donner... néanmoins, une somme. Bon, tout est causerie, en fait. Pardon? Tout est causerie. Tout est causerie, ça veut dire quoi? C'est... Bon, quand c'est Madame Arlette, on change de tarif, ou bien quand vous venez, vous payez une somme qui est connue. Bon, en fait, pour la fiche, on paye d'abord une somme. Bien sûr. Pour la fiche. Et c'est par après, on va vous dire que non, lorsqu'on va commencer à faire des descentes, voilà ce que vous allez nous donner comme transport, voilà ce que vous allez nous donner comme à manger. Parce que quelqu'un ne peut pas tout justement quitter sa maison, aller à votre ferme avec ses propres frais et aller travailler à famille, non. Voilà. Et après, on a deux manières de procéder. Soit vous nous payez par hectare, soit c'est par pourcentage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on travaille? Soit on a des partenaires avec qui on travaille par pourcentage. Vous venez par exemple, vous nous dites que non, je vais produire 15 hectares de pastèques, des carottes, des patates, tout, je ne sais pas moi quoi. On vous dit voilà, vous serez comme le bailleur de fonds. Vous n'allez que supporter notre transport, acheter les semences, faire tout ce qu'il faudra. Et lorsqu'on va arriver au niveau de la récolte, nous vendons, parce que nous aussi, nous assurons le marché. Nous vendons le produit ensemble avec vous et vous allez récupérer d'abord toutes vos dépenses. Oui. Et après, lorsqu'on reste avec le bénéfice, là maintenant, vous prenez vos pourcentages et nous aussi on prend nos pourcentages. Et si au cas où le client ne voudrait pas, le client voudrait juste payer votre expertise sans partager le gain avec Agribio. Agribio, c'est bien ça votre fondation. Oui. Si le client ne veut pas, le client ne veut payer que votre expertise, cela est-il possible?
Oui, c'est possible. Là, maintenant, il va nous payer par hectare. Par hectare? Oui. Donc, parlez-nous un peu de cette façon de faire, puisque vous parlez d'hectares. Et pour des gens qui ont des potagers, là, ça ne vous concerne pas? Bon, des potagers à la maison, juste parce qu'on voudrait quand même avoir de belles tomates, juste avoir un petit jardin à la maison. Est-ce que cela vous intéresse aussi? Oui, ça nous intéresse. On travaille aussi dans ces cadres-là. D'abord, ça fait partie des consultances. Oui. Voilà. On travaille comme des consultants. Donc, nous allons juste venir à la maison et puis, tout dépend de l'étendue, en fait. Tout dépend de l'étendue. Lorsqu'on voit l'espace, puis on va vous taxer. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans des contrats quand les gens contractent des contrats? Est-ce qu'ils sont souvent fidèles, ils vous payent comme il se doit? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Bon, il y a plusieurs difficultés. Oui. D'abord, le fait d'être femme. Oui. Ça c'est vraiment un sérieux problème. Le fait d'être femme vous bloque par moment? Oui. Et d'être plus jeune, voilà. Parce que vous pouvez venir comme ça, comme récemment, j'avais eu un monsieur. Oui. Il m'a bien évidemment contacté, voilà, ceci. On parlait qu'au téléphone. Et lorsqu'il m'a donné rendez-vous, je suis allée le voir. Il ne croyait pas que c'était moi. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'une fille? Comment est-ce qu'une jeune? Comment est-ce que je lui dis? Non, non. Tout est problème de conscience. Oui. Voilà. Ce n'est pas que être jeune... Et du savoir-faire, voilà. Pas forcément de la conscience. Être jeune n'est pas synonyme de faire de n'importe quoi, non. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ne voient qu'aujourd'hui. Mais demain, ils ne voient pas. Demain, ils ne voient pas. Ils voient seulement qu'il est là. Kilo bipeza. Donc, on a juste mis notre conscience en marche. On s'est dit, voilà, on va apprendre et on va faire changer les choses à notre manière. Oui, mais quelles sont les productions? Vous avez parlé tout à l'heure de la production de pastèques et tout. Vous le faites selon le climat, des périodes, je ne sais pas, en termes techniques, comment vous l'exploitez? Vous le faites comment? Est-ce que vous proposez aussi, parce qu'il y a des clients qui viennent déjà avec une idée préconçue, je voudrais carrément avoir des carottes. Et comment vous faites pour négocier, pour faire comprendre à la personne que peut-être dans telle période, on ne pourrait pas récolter de carottes, mais plutôt des pastèques? En fait, dans la production végétale, parce que lorsqu'on parle de la production agricole, on voit et la production animale et la production végétale. Oui. Mais dans la production végétale, on produit d'abord sur base des climats, des saisons. Voilà, on a la saison A, la saison B, voire même la saison C. Et deuxièmement, c'est par rapport à la texture du sol. Parce que ce n'est pas n'importe quel sol. Vous pouvez aller, par exemple, au niveau des plateaux de Batéké, vous produisez le pastèque, mais pas l'ananas. Vous allez au niveau des Congo central, si vous produisez l'ananas, ça va bien donner. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, si le client s'est présenté, par exemple, il a d'abord le terrain, lorsqu'on descend sur terrain, on a le matériel pour faire les analyses du sol. Voir que non, ici, qu'est-ce qui peut aller et qu'est-ce qui ne peut pas aller. Et si au préalable, lui nous proposait une culture à exploiter, on va d'abord voir si ça va répondre ou pas. Et si ça ne répond pas, on va lui dire que non, voilà, compte tenu de ceci, de cela, la culture ici ne va pas répondre. Mais si on exploitait telle ou autre culture, ça va aller. D'ailleurs, ça a été la cause pour laquelle le projet Bukangalonzo n'a pas réussi. Ah, justement, on en parle. Le projet Bukangalonzo, d'après vous, n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas eu une étude en amont. Bon, selon les informations sûres. Oui. Parce que l'une des personnes qui constituait l'équipe technique de ces projets-là, c'est l'un de nos professeurs de l'UPEN. Et voilà, il nous avait donné l'information selon laquelle ils sont allés faire les analyses du sol. Oui. Ils ont dit que non, voilà, le sol ici ne va pas vraiment répondre à la production de ces maïs. Si ça va répondre, ça sera pour une courte durée. Donc, il faudra au préalable changer de sol si vous voulez que le projet puisse durer longtemps. Et voilà, vu que
nos autorités veulent beaucoup plus plaire au président. Ils ont dit que non, comme le président avait déjà dit, on va exploiter ici. Et voilà, c'est un peu ça. Madame Rose Bilonda, oui, madame. Agronome, oui. Formée. En formation aussi. En formation aussi, oui. D'accord, mais dites-nous un peu, croyez-vous en la femme? Je crois beaucoup en la femme. Je crois beaucoup en la femme et moi je pense que les jours que la femme prendra vraiment les choses à main, je dis vraiment, parce qu'il y a les femmes qui dirigent, il y a les femmes qui ont les choses à main, mais qui ne les font pas avec toute leur conscience, non. Mais les jours que la femme mettra sa conscience réellement en marche, voire même le monde va changer. Aujourd'hui, on constate que le pays, en commençant à la tête, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, voudrait intégrer les femmes dans la prise de décision. On comprend aujourd'hui déjà, on a une première ministre et il y a beaucoup d'autres ministres femmes aussi. À vous, je poserai cette question par rapport à votre domaine. Est-ce que c'est possible d'éradiquer la faim, ne fût-ce que pour notre pays, la République démocratique du Congo? En fait, la RDC a 70% des terres arables. La RDC a la possibilité de nourrir la RDC, l'Afrique et voire même Quand vous parlez de la RDC, c'est tout le pays? C'est tous les pays. Parce que vous voyez aujourd'hui, c'est déplorable. C'est déplorable de voir nos ministres aller ailleurs, toquer pour qu'on puisse nous donner les sémoules. Moi, je vais appeler ça donner, même si vous allez acheter, on vous donne. Pour qu'on puisse avoir les sémoules, pour qu'on puisse importer les mpiodi. C'est vraiment une honte pour la RDC. Parce que nous avons des terres. Nous avons vraiment des terres. Si vous allez vers les plateaux des Bateki, vous allez trouver qu'il y a des terrains vides. Vous allez vers le Congo central, il y a les terrains vides. Et le pire dans tout ça est que nos autorités ont acheté de très grandes concessions. Ils n'exploitent pas ça. Vous allez seulement trouver concession telle. Et tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ça. Tu n'as pas de réponse. Ils ont le moyen. Combien coûtent les tracteurs? Combien coûtent les bateaux de pêche? Combien? Si par exemple, moi j'avais salué l'initiative ici de général Kassongo, d'arrêter d'abord les délégants, puis de les former. Et ils ont commencé à produire. Aujourd'hui, les militaires, leurs femmes et leurs enfants mangent ce qui est produit par ce qu'on appelait ici les Kuluna. Alors, imaginez si on prenait ne serait-ce que 40% de la jeunesse congolaise. On les formait dans l'agro-business. Parce que beaucoup de jeunes voient l'agriculture comme ça. Justement. Mais si on considérait ça comme le business, ça allait vraiment changer les choses. Mais malheureusement, on accorde beaucoup plus d'importance aux minéraux qu'à la terre. Alors qu'il faudrait équilibrer un peu des revenus. Voilà. J'aimerais poser cette question, Rose Bilonda. Donc, à votre avis, pour éradiquer la faim, parmi les solutions, c'est aussi avoir la main-d'œuvre pour exploiter le sol? Voilà. Avoir la main-d'œuvre, c'est ça ce qui pose le plus de problèmes. Vous pouvez avoir l'intelligence, il y en a. Les ingénieurs sont bel et bien là, mais c'est la main-d'œuvre qui manque. Maintenant, le moyen technique. Le fond. Et la main-d'œuvre et les moyens techniques. Voilà. Le fond, c'est là où ça pose des problèmes. Parce que vous pouvez avoir 10 hectares, mais compte tenu des moyens, vous n'exploitez que 2. Vous pouvez avoir 5 hectares, 15 hectares, 50 hectares, vous n'exploitez que 5 hectares. Vous voyez, et toute autre étendue, ça reste comme ça. En évoquant justement le plateau des Bateke, où il y a beaucoup de gens qui ont justement beaucoup d'hectares là-bas, mais il y a aussi un petit souci. Que répondre? Comment vous réagissez face à ces personnes qui disent que le plateau des Bateke n'est pas un sol pour cultiver, ça ne donne jamais? Bon, comment est-ce que vous répondez à cette problématique? Ils peuvent avoir raison. Parce que c'est une partie qui a été vraiment, d'abord, mal exploitée. Mal exploitée comment? Vous voyez d'abord nos fermiers, nos maraîchers, ils sont en train de produire. Et pour produire, ils utilisent les engrais chimiques.
sans être formés, sans être recyclés. Vous voyez? Donc, ils utilisent ça à tort et à travers. Ils ne savent pas que non, lorsque je vais utiliser ça comme ça aujourd'hui, je peux beau produire. Mais demain, lorsque je vais revenir au même endroit, parce qu'il faudra que je puisse encore produire pour manger, ça ne va pas bien donner, même si j'utilisais les engrais. Alors, il revient maintenant à l'État de toujours éveiller la conscience de nos maraîchers dans l'utilisation des engrais chimiques. Et aussi, un autre problème, ce sont les engins lourds. Oui. Vous allez trouver qu'une personne a exploité, par exemple, un hectare de maïs à la saison A. À la saison B, il revient encore. Avant qu'on puisse installer les champs, il y a eu les tracteurs pour labourer, pour hercer et pour bionner. Et lorsqu'on enlève le maïs, voilà, pour qu'il puisse encore installer un autre champ, il revient encore au même endroit avec le même machine pour qu'on puisse encore labourer et bionner. Vous voyez déjà, lorsque les tracteurs passent, d'abord ça va changer la constitution et la texture du sol. Oui. Il faudra que le sol prenne vraiment du temps pour que ça puisse se reconstituer. Un peu comme une femme qui accouche, qui doit attendre. Oui. Voilà. Vous devez vraiment attendre pour que le corps puisse se reconstituer, que vous redeveniez en forme. C'est le même cas avec les sols, d'où on parle des jachères. Et oui. Eux, là-bas, n'ont pas cette culture-là. Ils utilisent les sols à tort et à travers. D'où, actuellement, c'est un peu compliqué. Il faut avoir vraiment beaucoup de techniques pour que vous puissiez réellement produire là-bas. Mais comment faire justement, alors, puisque vous parlez de jachère et tout, comment faire pour laisser passer du temps? Pour une personne qui a 10 hectares, ça veut dire que la personne ne doit pas exploiter... Les 10 hectares au même moment, non. Ah. Supposons que vous avez 10 hectares. Vous voyez, la production agricole, ça se fait de manière calculée. Oui. De manière... il faut que ce soit des projets d'abord réalistes. Oui. Des projets bien calculés, des projets qui doivent être d'abord réalisés en temps et en espace. Voilà. Absolument. Vous respectez le temps, vous respectez l'espace. Par exemple, moi, j'ai 10 hectares. Je me dis que non, pour cette saison ici, j'exploite 2 hectares de maïs, par exemple. Alors, je sais que non, pour l'autre saison, je vais exploiter telle ou autre culture. Donc, je suis déjà en train de préparer l'autre terrain pour que je puisse faire quoi? Installer les champs dans la saison prochaine. Mais de l'autre côté, je ne peux pas aussi laisser ça comme ça. Imaginez que j'ai installé un champ de maïs associé avec le manioc. Lorsque j'enlève le maïs, je peux directement remplacer par le niébé, je peux remplacer par le soja. Parce que eux, ce sont les légumineuses. Vous voyez? Ils contribuent aussi à la fertilisation du sol en captant l'azote de l'air et redonner ça au sol. Vous voyez? Donc, et pendant que je vais utiliser de l'autre côté, pendant que je vais utiliser un autre hectare, les premiers que j'utilisais est en train de se reposer et de se fertiliser aussi. Oui. Et lorsque je vais terminer là-bas, je vais voir que non, de l'autre côté là-bas, je n'ai pas encore fait, puis je traverse. On pourra attendre à peu près combien de temps comme ça pour... Le minimum pour les jachères, c'est 3 ans. 3 ans? Oui. C'est énorme. Non, non, c'est pas énorme. C'est énorme. Non, non. En fait, ce n'est pas que vous produisez ne serait-ce qu'une fois et puis vous laissez ça en jachère, non. Le problème est que lorsque vous avez déjà utilisé les engins lourds, il faut laisser le temps au sol de se reconstituer. Si vous avez fait passer les tracteurs, vous pouvez exploiter 2, 3, 4 cultures, c'est possible. Mais le fait de labourer, hercer, bionner, après 3 mois, après 4 mois, labourer, hercer, bionner, vous êtes en train de puiser les sols. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Mais il y a un fait. Comment expliquez-vous pour des personnes qui sèment par exemple les arachides et puis après on attend le temps requis et à la récolte on constate que c'est du vide dans des gousses? Comment on peut l'expliquer? Comme je l'ai dit. Est-ce un phénomène prévisible, on peut l'éviter? Oui, ou bien ça on peut l'accorder à la chance? Non, non. Il faut croiser les doigts quand on plante. Moi j'ai toujours été contre les gens qui disent
la production, c'est un problème de Dieu. Oui. En fait, moi, j'ai toujours été contre ça. Parce que c'est vrai, c'est Dieu qui fait germer. Oui. Mais ça ne veut pas dire que non, si vous avez sémé et que ça n'a pas donné, et vous avez été impuissant de faire à ce que ça donne. Non, non. Ce n'est pas ça, au fait. Par exemple, le cas de semer le maïs, et à la récolte, vous n'avez que quelques gousses, il y a des gousses vides, il y a des gousses qui ne sont pas matures. Ce sont des phénomènes qui sont prévisibles et qui peuvent être aussi évités. Parce que pour chaque culture, il y a une marche à suivre. Oui. De la même manière qu'on peut exercer, soit installer les champs de maïs, faire les entretiens jusqu'à la récolte, n'est pas pareil pour les aubergines, ce n'est pas pareil pour la carotte, ce n'est pas pareil pour les arachides, mais encore pour le pastèque. Okay. Donc, pour chaque culture, il y a une marche à suivre. Il suffit juste que vous sachiez quoi faire et en quel moment. Ça aussi, c'est un autre problème. Et donc, la faute, dans ce cas-là, au cas où on contacte Agribio, si on tombe dans cette étape, on rencontre ce problème, la faute incombe à l'ingénieur. Mais normalement, si une personne a bien financé son projet, imaginez que moi, je suis là. Là encore, c'est un autre problème. Moi, je suis là. Je viens, une personne vient plutôt me dit que non, madame, voici, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ça va coûter combien? Je lui dis, ça va demander autant. Il prend tous les paquets, il dépose sur la table. Et lorsqu'on va installer les champs, si moi, je n'ai pas respecté les normes, si moi, je n'ai pas respecté la marche à suivre, est-ce que ça, c'est le problème de Dieu? Non, non. On ne peut pas vraiment tout surcharger à Dieu, non. Il suffit juste de respecter la saison, respecter la marche à suivre. Et puis, ça va donner. Madame Rose Bilonda, j'aimerais marteler que F à la une est conçu pour promouvoir les activités de la femme. Et ici, on parle agronomie. Pouvez-vous nous dire, en toute sincérité, est-ce que le sol paye? Est-ce qu'on peut s'investir dans ce domaine? D'abord, le sol ne ment pas. Mais il ne faut pas aussi tricher avec les sols. Voilà. Oui. Les sols ne ment pas. Parce que si vous sémez le maïs, vous n'allez jamais récolter les arachides. C'est seulement le maïs. Si vous sémez les patates douces, vous n'allez jamais récolter le manioc. C'est seulement les patates douces. Mais l'effet de tricher avec les sols, c'est quoi? C'est de ne pas respecter la saison. C'est de ne pas respecter la qualité de la semence. Voilà, parce qu'il y a bien d'autres personnes. Il part juste au marché, il achète la semence, il ne sait pas. Il n'a pas vraiment d'informations sur ces semences-là, le pouvoir germinatif, la pureté, tout ça. Parce que tu peux acheter les semences qui sont impures. Oui. Vous venez, vous s'aimer et que ça ne donne pas, ça donne à 10%. La germination, c'est 15%. Parce que la réussite, soit la production, c'est aussi jugé par rapport au pouvoir germinatif. Vous voyez, vous s'aimez, la germination, c'est à 10%, 15%, 20%. Et vous allez dire que c'est le sol. Non, non. Donc, on ne triche pas avec les sols, c'est respecter la saison, respecter les semences et aussi s'aimer, exploiter en tenant compte, voilà, en tenant compte de la qualité et de la texture du sol. Ah, et là, ce n'est que l'ingénieur qui peut le faire, c'est le travail de l'ingénieur. Un ingénieur, lorsqu'il produit, il faut que l'aliment soit sain, l'aliment soit en bonne qualité pour que lorsqu'on va manger, que ça puisse réellement contribuer à la santé. Une fois, j'ai été dans un site agricole en train d'échanger avec les femmes maraîchères. Elles me disent, non, voilà, nous ici, on applique tel engrais comme ça, l'autre engrais comme ça. Donc, c'est totalement contraire aux normes d'utilisation. Et voilà, vous partez au marché, au lieu que vous puissiez acheter soit les légumes sains qui doivent nécessairement contribuer à votre santé, vous allez acheter la maladie. Parce que les cultures qui sont maltraitées,
lorsque les dosages ne sont pas respectés, la rémanence n'est pas respectée, sur le marché, le produit est toxique. Voilà. Et nous, dans notre fondation, lorsqu'on a constaté que cela est dans plusieurs sites, dans des grands sites de production, et lorsque vous leur demandez qu'est-ce que l'État fait pour vous, on vous dit que non, voilà, on ne nous forme pas, on ne fait pas ceci. Et on a pris ça comme un champ de bataille. Donc, on aura formé ces femmes-là pour qu'elles puissent utiliser de manière consciente et responsable les engrais. Parce qu'à 50%, c'est ce que nous consommons sur le marché. Voilà, on a parlé des productions agricoles, on a essayé de parler aussi de la protection de l'environnement. Comment est-ce qu'on peut dire un mot, parce que c'est aussi votre domaine, n'est-ce pas? Comment faire des cultures pour protéger justement l'environnement? Voilà, comme j'ai donné un exemple ici, supposons que vous avez exploité un terrain. Vous avez exploité un terrain, vous avez vu que non, j'ai vraiment exploité le terrain ici et est épuisé. Qu'est-ce que je dois faire? Si au préalable, vous n'avez pas exercé une production responsable, alors il faut au moins savoir quelle culture je peux mettre pour que le terrain se constitue, pour que l'environnement soit bon, soit sain. Parce que, supposons par exemple, vous avez un terrain au bord de l'eau. Oui. Vous utilisez les engrais chimiques. Il faut aussi tenir compte du fait que lorsque je vais utiliser ceci, ça va couler. Lorsqu'il va pleuvoir, ça va couler jusqu'à la rivière. Et dans plusieurs de nos villages, c'est cette eau-là que les villageois consomment. Non, je n'aime pas souvent utiliser les termes villageois. Bon. J'aime utiliser les autochtones, les termes paysans. Ok. Voilà. C'est permis, je vous le concède. Merci beaucoup. C'est cette eau-là que les paysans boivent, ils préparent avec. Et vous voyez que non, vous allez maintenant polluer leur eau et ça va leur créer des problèmes. Donc, il faut prendre des mesures adéquates au préalable. Et lorsque vous avez votre terrain, aujourd'hui on fait face au réchauffement climatique. Justement. Il faut ne serait-ce que réserver 2, 3, pour ceux qui ont peu d'hectares, 2, 3 hectares juste pour le reboisement. Ceux qui ont plusieurs hectares, réserver ne serait-ce que 5, 10 hectares parce que ça peut aussi vous payer. Imaginez que vous avez 1 hectare de manguier, 1 hectare de mangoustanier, 1 hectare d'oranger. Non seulement ça va aider pour l'environnement, et lorsque ça va produire, vous allez vendre vos fruits plutôt, et vous aurez de l'argent. Vous contribuez à la conservation de l'environnement et vous gagnez en même temps de l'argent. Donc il y a plusieurs mesures, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs choses qu'on puisse faire justement pour que l'environnement soit bon. Voilà, et pour une personne qui possède 100 hectares, est-ce une richesse, une aubaine? Comment est-ce qu'on pourrait exploiter justement tout ce qu'on possède, 100 hectares par exemple? D'abord, que direz-vous à une personne qui possède toutes ces terres? D'abord, avoir ne serait-ce que 3 hectares, vous êtes plus riche. Avoir ne serait-ce que 3 hectares, vous êtes plus riche. Il suffit juste de savoir comment est-ce que vous allez procéder pour produire. Vous voyez? Parce que le but, ce n'est pas de produire sur de grandes étendues, non. C'est de produire sur de petites étendues, mais en qualité et en quantité aussi. J'ai déjà vu une personne installer un champ de 5 hectares de pastèques pour ne récolter que 10 sacs. Et une personne installait un champ, 1 hectare de pastèques pour ne récolter que... Donc, parce que souvent là-bas, avec le pastèque, on vend ça par des camions. Oui. Voilà, 1 hectare de pastèque pour récolter un camion et plusieurs sacs par après. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez 100 hectares, vous avez 3 hectares, vous avez 10 hectares, c'est juste question de programmer que non, voilà, ici je vais faire ceci, là-bas je vais faire cela, là-bas je vais faire cela, et vous allez voir que ça va aller. Voilà,
Bien sûr, c'est déjà la fin de cette émission. Le temps est parti, est tellement court. Oui, en tout cas, j'aimerais bien continuer moi également parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées et je l'espère bien que nous pourrons encore vous suivre sur le terrain pour voir comment vous exploitez le sol, comment vous procédez et je crois que cela pourrait donner goût aussi à ceux qui hésitent encore un peu, à ceux qui hésitent un peu pour embrasser ce domaine agricole, ce secteur qui est tellement bien pour exploiter la terre et pour faire manger aussi les Congolais, puisque c'est vrai, ça génère des revenus, mais aussi ça permet aux Congolais d'avoir un petit rien, d'avoir quelque chose dans son assiette. Et j'aimerais quand même parler aussi de la transformation, un tout petit peu. Est-ce que cela vous concerne aussi? Comment est-ce qu'on doit le faire? Parce que on prend du jus. On remarque aujourd'hui, il y a quelques vidéos qui deviennent un peu virales dans des réseaux sociaux, l'exploitation, comment est-ce qu'on exploite, comment est-ce qu'on produit des jus. Ce n'est pas forcément ce qui est bon pour la santé. Est-ce que en RDC, on peut aussi faire du bon jus, du jus naturel avec nos mangues, avec nos avocats, par exemple? D'abord, madame, moi souvent, même si je venais chez vous un jour, ne vous en faites pas de me donner du jus ou soit quoi que ce soit. Vous n'en consommez pas? Donnez-moi de l'eau, je vais boire. Un point, c'est fini. Parce que j'ai déjà été une fois dans l'une des usines qui fabriquent ces histoires-là. Ça laisse à désirer. En tout cas, ce n'est pas bon. Et ça fait vraiment mal de voir ces genres de choses se produire en RDC. Ceux qui produisent ces jus-là, où sont leurs champs? Jus de mangue, jus de ceci, jus de cela. Où est-ce qu'ils trouvent tous ces fruits-là pour produire ce jus-là? Point d'interrogation. Et c'est dans quelles conditions? Point d'interrogation. Sinon, c'est possible. C'est possible de fabriquer du bon jus, du jus pur. C'est vraiment possible. Non seulement du jus, la confiture, la mayonnaise, tout ça c'est possible. Et moi, je suis beaucoup plus intéressée par le domaine de la transformation. Bien sûr. Mais pour transformer, il faut d'abord nourrir. Parce que la transformation, vous transformez et vous conditionnez. Oui. Alors, avant que vous puissiez d'abord transformer et conditionner, il faut d'abord que la population mange et que les gens soient rassasiés. Dans ces cas-là, on peut parler de la transformation. Mais aussi longtemps qu'on cherche d'abord à manger, c'est vraiment difficile. Mais c'est possible. Voilà, Rose Bilonda, je vous inviterai à vous lever pour marquer justement la fin de cette émission. Mais une question tout de même avant de finir. Vous ne nous avez pas dit, vous êtes de quelle école? Juste pour jeter des fleurs à vos encadreurs. Je suis de l'UPEN. Oui. Je suis dans l'année terminale. Je suis étudiante là-bas en fait. En tout cas, merci. Merci. Vous m'avez épaté. Merci. Avec toutes ces explications. Je pense que cela profite à plus d'un Congolais qui nous suit en ce moment. Le domaine de l'agronomie, l'agriculture, l'élevage. Voyez un peu ce que cela pourrait donner. Le pays pourrait avancer justement en évoluant dans ce secteur. Nous avons reçu aujourd'hui Rose Bilonda. Elle est ingénieure agronome. Elle a parlé de tout. Avec elle, on a pensé un peu comment exploiter le sol, comment est-ce qu'on peut la consulter. Mais vous n'avez pas parlé de votre siège. Bon, pour le moment, les sièges se retrouvent au niveau dans la commune d'Nsélé. Oui. Et pour toute personne qui aimerait nous contacter, Agribio. Agribio, oui. Et effectivement, il n'a qu'à appeler au plus 243 81 79 24 913. Voilà, donc Rose Bilonda est donc ouverte pour toute personne qui voudrait une consultance pour exploiter le sol, quel que soit l'endroit au plateau des Bateke, au Congo central. Agribio est là pour vous accompagner à produire, à faire de belles cultures. Merci à vous. C'était F à la Une, votre magazine hebdomadaire qui promeut les activités de la femme. On se retrouve déjà la semaine prochaine avec le même plaisir.